Salut à toutes et à tous et bienvenue ici au Havre pour la première émission de Culture T. Culture T, toutes les 2 semaines, nous allons aller dans un territoire, une ville pour découvrir les artistes qui font l'actualité culturelle. Mais sans plus attendre, voici le sommaire de l'émission. Mon invité principal, Riff Rebs, auteur de bande dessinée qui nous fait chavirer, voyager depuis des années en case et en bulle. Nous sommes allés à sa rencontre. Le taulier du rock'n'roll, Little Bob, on ne pouvait pas passer à côté de ce Havrais pure souche. Il nous parle évidemment de sa musique, mais aussi de sa ville. Jace, un graffeur hors pair, aujourd'hui vivant à La Réunion, mais qui revient sur ses terres natales lors d'une très belle exposition que n'a pas manqué Nicolas Béard. Plein d'autres artistes et plein d'autres surprises dans cette première émission de Culture T, ici au Havre, au Magic Mirrors, un lieu culturel par excellence. L'édito de l'émission, il est tout en charme, tout en musique. Il est signé Juliette Richards, qui nous interprète l'un des morceaux de son groupe The T-Nuns. C'est parti. Looking at nowhere, lost in the ocean of his thoughts. Oh, was it thinking or just reminding? My mind wanted to ask, but my voice couldn't do it. By the other side of my brain, there is this man in jail. Jefferson is now gonna die. Is it him or the judge who committed a crime? My life is just a maze. It's messy inside. It's a mix of many events and feelings high, never empty, 'cause when present flies away, past comes back. Never empty, 'cause when past flies away, future arrives. Said you lied to me, but you're the said goodbye, Mr. Wiggins. Tell them I'm strong, and I'm feeling guilty for everything. Vous venez d'entendre Juliette Richards pour l'édito de cette émission. Sans plus attendre, direction les univers de Riff Rebs, auteur de bande dessinée et invité principal de cette émission ici au Havre.
Riff, on est ici dans ton atelier. Oui, tout neuf. Entre Le Havre et Sainte-Adresse, c'est ça À 20 mètres du Havre. Voilà, à la frontière. Juste à la frontière. Bon, voilà. Ta jeunesse au Havre, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui? Oh, ma foi, beaucoup de choses, mais je sais même pas par quel bout commencer. C'est des bons souvenirs, Le Havre? Ah oui, plein. Ouais. Puis des souvenirs durs. Enfin, c'est une ville dure, c'est une ville ouvrière, c'est une ville prolétaire, c'est une ville de chômage aussi, du coup. Enfin, voilà. Et puis la météo y est parfois rude. À peine. À peine. Mais bon, voilà. Donc, ma scolarité fut difficile. Enfin, bon. T'étais un sale gosse, c'est ça? Pas vraiment. Pas le pire, jamais. Pas le pire, Non, mais pas loin d'être le pire. Mais toujours copain avec les pires, par contre. c'est ça. Voilà, mais donc un peu foireux du coup, Ouais. jamais leader, mais par contre toujours dans les coups fourrés. Et la bande dessinée, ça t'est tombé dessus comment? T'avais, je sais pas, il y avait une bibliothèque à la maison ou tu t'es forgé toi-même comme tes beaucoup lectures? de dessinateurs de ma génération, les parents avaient déjà lu Tintin, j'avais un tonton qui adorait Spirou, et mon père dans son taxi achetait Pilote qui me prêtait de temps c'est en marrant, temps. ça. Ouais. Voilà, et donc j'ai beaucoup baigné là-dedans, et puis j'adorais dessiner, et puis évidemment la proximité avec la bande dessinée, le fait de pas avoir de frères et sœurs aussi, fait que j'étais seul dans des époques sans Game Boy, même sans télé, sans téléphone. Il fallait se créer ses aventures. Voilà, il Ouais. fallait jouer, il fallait s'inventer ses jouets, donc du coup dessiner était créer des univers, donc ça m'allait très bien. Et effectivement, l'impact de Maurice ou de Uderzo et de tant d'autres après, Gottlieb beaucoup, ont fait que je les ai beaucoup imités, dessinés, et j'ai rêvé de ça. Mais ça paraissait par contre complètement improbable que ce soit un métier pour moi. Vers quel âge tu C'était ressens trop aujourd'hui, loin. tu comprends vers quel âge ça devenait plus qu'une petite lubie comme ça Vers 15 ans. Ouais. Ouais, vers 15 ans. Bah, je rencontre un gars dans ma classe qui dessinait mieux que moi et qui était vraiment drôle et qui s'appelle HLM de son nom d'artiste. Et encore prolétaire. Et donc du coup, lui était un garçon bien dynamique, très bon dessinateur, et on s'est bien associés tous les deux. Et on a commencé à imaginer qu'il était possible que, vu qu'on se sentait très différents du reste du monde tous les deux, que ça devienne une espèce de métier, quoi. Ça restait quand même improbable vu de l'endroit d'où on venait par rapport à Paris, les maisons d'édition. J'avais aucune idée de comment ces choses fonctionnaient. Comment ça marchait, ouais, c'était. Ma famille me promettait un avenir de poubellier, vu ma scolarité. Donc du coup, mais bon, j'ai commencé moi à y croire vraiment parce que quand on commence à progresser, puis qu'on reçoit des compliments aux familles ou aux copains, et bah alors on continue d'en faire puisque c'est un moyen de se faire aimer et qu'on n'a pas tellement d'autres. Bien sûr, et d'exister. Voilà, et donc du coup, c'est juste pour trouver l'amour qu'on fait du dessin. Et à quel moment tu prends ton visa pour quitter Le Havre et te dire ah, si je veux faire de la bande dessinée, il faut que je me casse d'ici? À 18 ans. Ouais. À 18 ans pour faire les écoles d'art. Vu que j'ai travaillé pas que dans les stations-service, mais aussi sur le port, aussi chez Goodyear, enfin dans l'industrie, tous les étés, avec toutes mes économies, j'arrive à me payer une école préparatoire pour les concours des grandes écoles. J'arrive à en payer la moitié, ce qui était quand même gigantesque pour l'époque, et pour le budget de ma mère notamment, mes parents étant séparés. Voilà, donc je pars à Paris et j'ai avec une faim, une rage de bouffer Paris et d'apprendre à dessiner et de bouffer cette ville. Quoi, et arriver à m'imposer, quoi, voilà. M'imposer, enfin, pas comme en tant que dictateur, hein, mais d'arriver à prouver que je pouvais vivre du dessin. Tu penses que c'est le fait d'être du Havre, tu le disais, le côté prolétaire, middle class, etc. Tu voulais t'imposer? Tu pensais que c'était un milieu, c'est con ce que je veux dire, mais un peu bourgeois, il fallait que... C'est parce que, comment dire, tout le monde était contre moi, et avec ma mère. Toute la famille était contre le fait que j'aille faire ça. Donc c'était deux contre le reste du monde, mais le reste du monde c'était ma famille, je le connaissais pas le monde. Ouais, mais c'est parfois. Mais voilà, et quand je veux dire, Paris est une ville qui engloutit tous les talents de la France et d'ailleurs. Enfin engloutit, qui s'en resserre, qui avale, qui digère, qui jette, qui en reprend, et donc je voulais pas, je voulais que cette ville m'apporte plus qu'elle ne me prenne, voilà.
Et donc c'est ça l'appétit, je veux dire, je voulais dévorer cette ville et apprendre des professeurs et profiter des concerts et profiter des expositions et profiter des rencontres et tous les autres gens que j'ai pu rencontrer sur place, je veux dire, Cromwell et ma femme Edith, enfin ma deuxième vie a démarré à Paris, quoi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours le plaisir, l'émotion de l'innocence de la page blanche lorsque tu es devant justement là dans ton atelier? Est-ce que il y a toujours ce plaisir qui est intact? Alors en même temps, il y a les années de métier, bien sûr, mais voilà, l'innocence, elle y est plus. Maintenant, je suis coupable, c'est clair. mais ça, on le savait. Coupable de passion. Non, c'est de pire en pire. Non, j'adore ça. C'est une maladie. Il faut qu'on me freine. Sinon, j'aurais pas de vie sociale. Non, il faut que j'arrête des fois de dessiner pour parler aux gens, pour dire, je vais dire bonjour à la boulangère. Mais sinon, je resterai là, dessiner le pain moi-même et bouffer le papier. Non, je suis grave atteint par le plaisir que j'ai de dessiner. C'est un plaisir intellectuel et physique aussi. Bah, le physique s'en ressent, j'ai plus de vertèbres, j'ai plus de muscles, j'ai plus rien à force d'être assis. Non, mais c'est global, c'est global. Souvent, j'en parlais avec Moebius qui, jusqu'à la fin de sa vie, était vraiment tous les matins sur sa planche à dessiner. Il adorait, quoi. La matière. Et j'ai eu la chance de passer un très joli quart d'heure avec lui, 1 ou 2 ans avant que ce génie nous quitte. Et c'est ce que j'ai senti chez lui. Je me suis dit, mais il est toujours aussi atteint par sa passion du dessin. C'est merveilleux. C'est un gamin, quoi. C'est un gamin. Mais j'ai croisé Herman il n'y a pas très longtemps à un festival à Strasbourg. Il me dit, t'as vu, Rive, j'ai encore changé de style pour mon nouvel album. Et je ne sais pas exactement à quel âge il a, monsieur Herman. Mais quelques années. Mais franchement, je me dis, c'est bon de voir des vieilles idoles comme ça, qui sont gardées des espèces d'enfants cruels, genre mais faut pas faire comme ça, et puis moi je fais, puis qui se penche sur une feuille, qui fait mais c'est quoi t'as fait ça toi? Et c'est drôle parce que je pensais que justement ce mec-là, non. Voilà, et donc du coup ça me conforte dans ma maladie. Tu dis, c'est une bonne maladie. C'est une maladie légitime. Voilà, ces grands malades reconnus justifient mes petites addictions personnelles au crayon, à la gomme, à l'encre. Tes 2 derniers albums, je le disais, très belle collection, Noctambule, aux éditions Soleil. Tu t'es inspiré de l'écriture d'autres, de grands écrivains. C'était pour toi le hasard de la vie de tomber sur ces lectures? Et finalement, tu t'es dit, tiens, là, les personnages, ils existent, je vais pouvoir puiser un petit peu dedans pour créer. J'ai commencé tard à lire, je parlais de ma scolarité mauvaise, évidemment, ça s'accompagnait de ce genre de choses. Mais enfin, j'ai quand même beaucoup lu à partir de mes 16 ans, quoi. Beaucoup lu. Mais la quantité de littérature n'a fait qu'augmenter en comparaison de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'évidemment, avec mon goût pour la bande dessinée, l'envie d'en faire mon métier, j'étais absolument passionné, je connaissais, j'achetais, je lisais énormément de bandes dessinées, selon les moyens que j'ai eus, parce qu'il fallait encore que je puisse m'en payer, mais à un moment donné, j'étais effectivement à 90% de bande dessinée par rapport à la littérature, et maintenant c'est 90% de littérature en comparaison avec la bande dessinée. Adapter McCorland, adapter London, c'est faire des choix, parfois j'imagine cruels, absolument, des crève-cœurs, mais il faut les faire. Ah ouais, je les traite, mes amis écrivains, évidemment, ils sont décédés, ils sont pas là, donc je peux tout me permettre. Mais je dis, mon bon vieux McCorland, mon cher Jack, là, excuse-moi, mais je coupe. Cette scène-là, en bande dessinée, je la sens pas du tout, ou je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou ça a beaucoup vieilli, et puis par contre, là, je fais, merci d'avoir si clairement rédiger les choses que je pense. En fait, je les pense peut-être parce que je les ai lus dans vos livres, à vous et d'autres, quand j'étais jeune, quoi. Mais je reconnais, j'ai choisi ces livres-là parce que je m'y reconnais d'un point de vue humain, philosophique, etc. Donc du coup, voilà, quand je suis dans leur récit, je parle dans leur bouche et leur bouche parle pour la mienne. Enfin, tout ça, ça finit sur du papier. Et justement, à ces personnages qui n'ont existé que par des lettres couchées sur un papier, tu leur donnes de la vie, toi, tu leur donnes un visage, une gueule, du mouvement. Comment on crée ça? Ton inspiration à toi
pour créer ces personnages, et encore plus lors d'une adaptation livre, c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est pas évident, puis c'est pas évident à raconter, parce que c'est un peu du potage, quoi. Hein. C'est l'histoire de cuisine. Après, en faire une recette, c'est pas possible. Mais tu fais une sorte de casting sur le papier. Non, le truc d'abord, c'est que je lis le roman au moins 2 fois. Une fois comme un simple lecteur, une deuxième fois avec l'intention et en cherchant les images que ça me provoque. Et après, je laisse reposer la chose. Dans l'idée, pas de l'oublier évidemment, mais enfin, je laisse retomber le truc, quoi. Et après, je commence à rêver du livre. Comme s'il n'était plus qu'à moi, comme je rêve d'en faire, voilà, depuis que j'ai 15 ans, voilà. Et je commence à rêver du livre, évidemment, avec les intentions qui me plaisent dedans. Et puis là, commencent à venir les images, les enchaînements, les séquences, enfin toute la partie narrative, les images fortes que j'y vois, celles où je vois qu'il y a un problème pour trouver l'image ou le lien entre telle séquence. Enfin voilà, je rêve du truc. Et puis là, je me jette sur le papier. Je travaille et puis je commence à réouvrir à côté de moi le roman d'origine et je souligne machin et je fais de l'analyse de texte comme je voulais pas en faire à l'école. Et là je le fais avec une passion folle. Voilà. Et donc du coup, je passe à l'épreuve de l'écriture et découpage quasiment simultanément. Voilà, et tout ça n'est pas présentable à personne. Personne ne peut lire cette étape de travail, mais c'est la plus conséquente, la plus difficile et la plus passionnante. Riff, merci à toi. On parlait du Havre, ville rock'n'roll, et on va rencontrer une légende, hein, on peut le dire, une vraie légende du rock, c'est Little Bob. Pas que du Havre, hein, messieurs, dames, il a fait toutes les scènes françaises et anglaises. C'est l'excellentissime Paul Bouffard qui l'a rencontré. All set? Let's go. Ah, mais la scène, c'est l'endroit où on s'éclate. C'est l'endroit où on est chez nous. C'est l'endroit où les gens viennent pour avoir un truc qui leur fait du bien. Et c'est ce que j'essaye de leur donner au maximum. Little Bob, c'est plus de 30 ans de scène, une vingtaine d'albums sous le Perfecto. En 75, la Little Bob Story déboule sur la scène rock. Le rebelle ouvre une voie, l'Angleterre est à ses pieds, il enchaîne pas moins de 350 concerts entre 75 et 79. Mais il revient toujours à son premier amour, la ville du Havre. Il y en a qui disent que je suis l'enfant du pays, en fait je suis pas né au Havre. Mais c'est ma ville, quoi. C'est là que je suis arrivé, quand j'étais môme, c'est là où je suis resté. Je préfère vivre au Havre. Je sais pas, je trouve qu'entre la mer et la côte qui est jolie, et puis la campagne et les forêts derrière, c'est bien. Puis en plus au Havre, les avenues sont larges et il y a du vent qui s'engouffre, parce que c'est le vent de la mer, qui s'engouffre dans les avenues, ça balaye les différences. Ouais, pour moi, le Havre, c'était aussi quand j'étais môme que j'allais me balader sur les quais. Bah, c'était l'envie d'ailleurs, quoi. Ça me donnait l'envie de partir, d'aller loin. C'est ce que j'ai fait. On dit que c'est une machine à rocker, une ville rock en France. Est-ce que c'est vrai? Plus maintenant. Elle l'a été. Elle l'a été. Bon, maintenant, ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait 2 ou 3 nouveaux groupes qui ressortent et qui donnent pour que ça remarche. Mais c'est vrai que ça a été une belle machine à rocker. Ouais, ça a été peut-être la meilleure machine à rocker de France. Maintenant, la musique, tout se passe sur la côte. À part le Magic Mirrors qui mériterait d'être plus fréquenté par les Havrais. Je sais pas, on dirait que la musique a emmerdé les gens dans le centre-ville puisqu'on a fermé le cabaret électrique. Bon, ils vont ouvrir une autre salle, le Tetris. Mais bon, pour moi, je pense que le Magic Mirror, c'est un truc à exploiter que les Havrais ne connaissent pas assez. Here to shine. Here to shine. To pick the man. Now, right now, right now, right now. Attention, cette fois, le rocker revient avec du blues à la sauce havraise. Un projet, Little Bob Blues Bastards, et un album, Break Down the Walls, sauvage et bâtardisé. 13 titres mis sur bande en 2 jours, et bien sûr, toujours made in Le Havre. Et on l'a enregistré au Havre, au studio Honolulu. C'est du live, c'est ça, hein? Ah, c'est du live, ouais. C'est du live, mais dans le studio, avec les moyens de studio. En fait, c'est ce qu'on joue sur scène, quoi. Sauf que depuis
Depuis les dernières dates, les morceaux ont pris de l'ampleur et forcément du son et de la force. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Donc le seul conseil que je... Merci, hein. Du champagne, c'est bien. Le conseil que je peux leur donner, c'est de travailler, d'y croire et de tourner, parce que sans tourner, il n'y a rien. D'accord, c'est bien de répéter dans les caves, mais ça ne suffit pas. Et jouer dans les bars, ça ne suffit pas. Il faut aller au bord du public, ailleurs que chez soi. Et voilà, santé. Merci beaucoup, merci. Santé à toi aussi. Bonsoir. Retour ici au Magic Mirror où s'est produit à de nombreuses reprises Monsieur Little Bob. Une nouvelle fois, bravo à Monsieur Paul Bouffard pour cet excellent portrait. Sans plus attendre, direction le Graff Havrais avec l'excellentissime Jace, un portrait signé Nicolas Béard. All set? Let's go. Ça fait tranquillement 20 ans que Jace officie sur tous les murs qui tombent à portée de sa bombe. Si son blaze, comprenez sa signature, ne parle pas forcément aux non-initiés, cette petite silhouette, elle, vous dit forcément quelque chose. Un mix entre du caisse à ring et Coco Shaker, baptisé par son créateur, le Gouzou. Moi j'ai commencé en fait à graffer en 89 en écrivant mon nom classiquement dans la plus pure tradition new-yorkaise, quoi. Et au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que bon, ça se mordait un peu la queue et qu'au final, ça parlait pas à grand monde et que je me perdais un peu dans la masse des autres graffitis, des autres tags qui pouvaient être faits. Je me suis créé ce petit personnage-là que j'ai commencé à placer à droite à gauche dans la rue et les gens l'ont plus facilement identifié et m'ont plus associé à ce personnage plus qu'à un lettrage. Donc du coup, je trouvais ça intéressant, cette interaction qu'il pouvait y avoir avec le public. Il est venu assez intuitivement sur un week-end de dessin et pratiquement dès le début, il avait cette espèce d'embonpoint et de silhouette. Il était plus pâteau et plus statique, on va dire, au début. Puis c'est après, avec l'aisance aussi technique, ça m'a permis de le mettre un peu plus, lui donner un peu plus de vie et lui créer tout un univers autour. Dans les années 90, Jace dénote par rapport à ses contemporains. Leur étau hip-hop a une ambiance plus bad boy. Alors la poésie de ces gouzous fait un peu exception dans ce monde de brut. C'est vrai qu'il y avait une espèce de supériorité parisienne, entre guillemets, de snobisme. Enfin, ce qui était rigolo, c'est que les mecs se disaient graffeurs et pris de liberté, alors qu'ils étaient vachement empreints de code et qu'il fallait faire des lettres comme ça, carrées, avec tel volume, avec tel truc. Et je dis, mais enfin, moi je fais du graffiti dans la rue, c'est déjà pour me faire plaisir et pas pour avoir des codes, des lois et des trucs qui m'imposent de faire ce que j'ai à faire. Enfin, voilà, et donc forcément, quand tu arrives avec un petit personnage avec des petits cœurs autour, avec les mecs qui sont dans l'esprit b-boy, wesh, avec des flingues et tout, forcément, je passe un peu pour un blaireau. Mais c'était pas forcément le public que je voulais toucher, donc ça me dérangeait pas plus que ça. J'ai continué dans ma direction et puis je pense que j'ai bien fait. Et maintenant, voilà, je pense, le milieu du graphe c'est vachement plus ouvert et les gens l'apprécient, quoi. Car depuis, le gouzou a fait le tour du monde. New York, le Brésil, le Japon, la Chine, l'Italie, la Malaisie et j'en passe. Le gouzou s'affiche sur tous les murs aux 4 coins du globe. S'immisce dans la ville, il s'incruste dans l'urbain et toujours dans un esprit décalé. C'est un petit taquin. Voilà, c'est pas un révolutionnaire qui va vouloir tout brûler ou tout casser. Au contraire, il donne des petits coups de pied de temps en temps pour remuer un peu les gens. Et c'est ma manière à moi d'être vivant, d'être présent et d'être acteur de mon temps. J'aime bien, par exemple, détourner des affiches publicitaires. Et par ce biais-là, je pense que plutôt que d'aller mettre nom à la pub sur une affiche qui au final agresse les gens, j'essaye plutôt de détourner le sens premier du truc et de ridiculiser un peu la pub. Et les gens, ça les marque beaucoup plus. Et il y a des pubs que j'ai tournées il y a des années, les gens m'en reparlent encore. Là, la dernière que j'ai faite, c'est il y a 2 mois, qui a fait un peu le buzz. C'était une espèce de
de grosses saucisses. C'est les charcuteries à La Réunion qui vantaient le porc pays. Et donc je suis allé lui coller une grosse capote avec le scientifique qui avec son espèce de bâton et ses lunettes qui recommande le port du préservatif. Et forcément ça a fait rire beaucoup de monde et ça... Voilà. Le gouzou a maintenant 20 ans et s'il se fait plus rare sur les murs du Havre, la ville natale de Jace, il pullule littéralement sur l'île de la Réunion où il a élu domicile. Il se plaît bien là-bas. Ouais, c'est une bonne base et l'avantage c'est qu'il fait souvent beau. Les gens sont assez détendus, ils aiment la couleur. Les gens l'ont un peu adopté et donc c'est cool quoi. Voilà, il se sent bien là-bas quoi. Ouais, il est dans son élément. Nouvelle rubrique dans Culture T, c'est Politicard. Je vous invite à une rencontre avec une femme ou un homme politique qui nous parle d'un lieu culturel ou d'une œuvre d'art. C'est parti. Nous quittons le Havre quelques instants, direction Rouen. Nous allons découvrir le livre des fontaines avec Catherine Morin-Desailly. J'ai choisi le livre des fontaines. Le livre des fontaines est un document très rare, très emblématique de la ville de Rouen. C'est un document technique à l'origine qui remonte à 1525. C'est tout simplement une cartographie de la ville de Rouen et plus particulièrement de ses fontaines, de ses cours d'eau souterrains que, à l'époque, l'échevin Jacques Lelieur, qui était un grand homme aussi politique, qui a marqué l'histoire de la ville de Rouen, a produit pour le compte de la ville. C'était une commande de la ville. Et au fil du temps, ce document unique à l'époque, aucune autre ville en Europe n'avait produit ce genre de document, et bien au fil du temps, c'est devenu une œuvre d'art unique en Europe précisément. Peut-être que les artistes n'aimeraient pas qu'on les compare à des politiques à l'inverse. Moi, je pense que le parallèle qui peut être fait entre un homme ou une femme politique et un artiste, c'est justement ce que je disais, être dans l'avenir. On est dans une projection de la société pour demain. Et c'est une forme de création tout à fait autre, mais c'est en tout cas cette dynamique qui nous projette vers le futur qui peut s'apparenter, trouver une parenté entre les deux. Le politique, c'est parfois aussi l'art de la parole pour convaincre, faire passer ses idées. Donc il y a forcément parfois une théâtralisation de la prise de parole pour pouvoir, comme l'artiste, émouvoir, susciter la curiosité, l'adhésion. Et je crois qu'il y a de ça aussi dans la façon dont le politique va s'adresser à ses concitoyens. C'est la fin de cette émission Culture T ici au Havre. Merci à mes équipes, Paul Bouffard et Stéphane Baudel. Merci aussi à toutes les équipes du Magic Mirror de nous avoir accueillis pour tourner cette émission. Toutes les infos, vous les connaissez. Mon profil Facebook et tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur, bande dessinée dans le quotidien Métro. Et on va finir cette émission en musique avec le guitariste Hugo Lippi. À bientôt pour d'autres aventures.